Donc, je suis le professeur Clarisse Dibaudina, je suis médecin généraliste à Amboise et également professeur de médecine générale à la faculté de médecine de Tours. Et je vais vous parler aujourd'hui de la prise en charge centrée sur le patient risque cardiovasculaire. En particulier, vous donner des nouvelles concernant la recommandation de la Haute Autorité de Santé qui avait été annoncée lors du dernier congrès du CNGE, qui justement est présidé par moi-même, avec deux vice-présidents, cardiologues et endocrinologues. Et en fait, même si elle a été annoncée au dernier congrès, depuis, il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu certes l'épidémie de Covid-19, mais également, et vous allez voir pourquoi, c'est une recommandation qui demande beaucoup de travail. Elle a été finalement validée le 24 mars 2021, comme vous pouvez le voir. La note de cadrage est disponible en ligne et elle a été mise en ligne le 13 avril 2021. Pourquoi elle demande beaucoup de travail? Car les objectifs sont ambitieux. Alors, ils sont certes peu nombreux. Le premier, c'est donc d'évaluer la pertinence de l'utilisation d'un outil d'évaluation du risque cardiovasculaire en prévention primaire. Donc ça, en effet, simple d'apparence. Et également proposer une stratégie en soins premiers centrée sur le patient à risque cardiovasculaire en se basant sur une décision médicale partagée. Donc tout ça, ce sont des termes qui, nous, en tant que médecins généralistes, nous parlent, mais en pratique, c'est beaucoup plus complexe car les moyens envisagés pour traiter cette recommandation sont importants. Déjà en termes de cibles, les cibles sont larges, elles concernent donc tous les patients, vu que le risque cardiovasculaire va concerner tous les patients. Pour ceux qui étaient à la plénière justement sur le risque ce matin, on a tous un risque. Après, il est moindre ou plus important, mais on a tous un risque. Et les professionnels de santé sont également larges, vu qu'il s'agit des professionnels de santé de soins premiers. Également, des moyens importants en termes d'organismes sollicités, vu qu'il s'agit de 9 organismes professionnels, institutionnels et associations, dont font partie en particulier le Collège national des généralistes enseignants, le CMG également, donc le Collège de médecine générale, mais également toutes les sociétés savantes, en particulier de cardiologie, d'endocrinologie, de tabacologie, et j'en passe. Également les institutions avec la Caisse primaire d'assurance maladie, les associations, en particulier associations de patients, au pluriel, puisqu'il y en a plusieurs, qui ont donc été impliqués dans la note de cadrage, et donc 18 autres organismes pour tout ce qui est expertise. Ce qui fait 19 personnes dans le groupe de travail et 2 à 3 fois plus dans le groupe de lecture. Donc vous voyez que ce sont des moyens en personnel humain qui sont importants, mais donc des personnes aussi qui ne sont pas dans les mêmes domaines d'expertise. Et donc ça a nécessité une méthode rigoureuse pour arriver à se mettre d'accord, et nous avons opté pour le système GRED, qui a donc été adopté par la Haute Autorité de Santé pour traiter de certaines questions de cette recommandation. La date prévue de ces recommandations est fixée à janvier 2022, ce qui fait un délai très très court pour, comme vous voyez, traiter de ces 2 questions, en particulier en mettant tout le monde d'accord. Car c'est bien là le défi, c'est le changement de paradigme qui est nécessaire pour justement mener à bien cette recommandation. Cela implique de passer d'une approche qui est basée par facteur de risque cardiovasculaire individuel à une vision d'un risque cardiovasculaire global. Donc il va être fini de parler de prendre en charge l'hypertension artérielle d'un patient, et d'un côté de prendre en charge sa dyslipidémie, de l'autre côté de prendre en charge son arrêt du tabac. Le but, c'est vraiment d'avoir un regard global sur son risque cardiovasculaire, ce qui n'est pas si évident que ça, vu que la plupart des recommandations au départ n'étaient pas sur le risque cardiovasculaire, mais il y avait une recommandation par facteur de risque individuel. Enfin, cela nécessite aussi de changer de paradigme en ce qui concerne les seuils, car comme vous le savez, chaque facteur de risque individuel avait un seuil. On parlait d'un seuil pour l'hypertension artérielle, on était à risque quand on était supérieur à par exemple 140-90 mm de mercure, moins à risque quand on était inférieur, et ça dépendait des populations. Pour le diabète, il y a l'hémoglobine glyquée, pour les dyslipidémies, c'est le LDL cholestérol. Et là, le but, c'est vraiment de changer cette approche et de passer cette fois-ci à un seuil non pas arbitraire, mais choisi par le patient, ce qui implique une décision médicale partagée avec tout ce que cela nécessite
en particulier d'information, de consentement éclairé. Pareil, un rappel par rapport à la plénière de ce matin sur le risque. Et enfin, cela implique également un changement de paradigme en termes de médicaments ou d'intervention, car c'est pareil, cela veut dire que dans ces cas-là, on ne va pas penser les médicaments par organe ou par facteur de risque individuel, c'est-à-dire qu'on ne parlera plus de traitement antihypertenseur pour un patient hypertendu, de traitement anticholestérol pour un patient dyslipidémique. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche centrée patient, et nous avons déjà des preuves dans la littérature pour cette approche-là, puisque un inhibiteur, par exemple, de l'enzyme de conversion peut diminuer le risque cardiovasculaire, quel que soit le niveau de tension artérielle du patient, qu'il soit hypertendu ou normotendu. Et nous avons également des preuves aussi pour la statine, qui diminue également le risque cardiovasculaire, que l'on soit dyslipidémique, considéré comme dyslipidémique d'après les seuils arbitraires ou non. Et ça, nous allons avoir donc une illustration de ces propos avec les différents intervenants que nous aurons par la suite. Et donc c'est pour ça que je vous remercie de votre attention. À venir.